Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous présenter un tutoriel sur MATLAB et Simulink dans le cadre de l'enseignement de l'automatique. Donc ce tutoriel peut aussi bien servir en première année et deuxième année école d'ingénieur et ensuite en but, voilà. Donc MATLAB c'est un logiciel scientifique de calcul numérique créé en 1984 qui possède aujourd'hui une position dominante dans les domaines suivants: la recherche, l'enseignement, université, école d'ingénieurs, l'industrie, en bureau d'études, en automobile, dans le secteur de l'avionique, l'espace, la chimie, mais aussi la finance, etc., etc. Outre le logiciel de base, MATLAB se décline à une quantité de boîtes à outils qu'on appelle les toolbox. On retrouve Simulink, qui est une plateforme de modélisation et de simulation de systèmes dynamiques. Il offre un environnement de développement graphique et une bibliothèque de blocs qui permettent de simuler divers systèmes de contrôle, communication, traitement de signaux. Simulink est entièrement intégré à MATLAB, ce qui procure une grande souplesse d'utilisation. Il permet de créer des modèles de haut niveau avec une décomposition hiérarchique en blocs. Voyons à présent l'interface MATLAB. Au lancement de MATLAB, l'interface suivante apparaît. Vous avez donc Command Window, qui est la console d'exécution. Vous allez retrouver Current Folder, qui est le répertoire courant, le Workspace, qui est l'espace de travail. Détaillons à présent chacun de ces parties de l'interface. Donc, le logiciel propose un véritable environnement de travail composé de multiples fenêtres, comme on vient de le voir. Donc, on peut distinguer 4 blocs, j'en ai présenté 3 tout à l'heure. Donc, la commande Window, qui est la console d'exécution. À l'invite de la commande, l'utilisateur peut entrer les instructions à exécuter. Il s'agit en fait de la fenêtre principale de l'interface. Current Directory, qui est le répertoire courant, permet de naviguer et de visualiser le contenu du répertoire courant de l'utilisateur. Les programmes de l'utilisateur doivent être situés dans ce répertoire pour être visibles et donc exécutables. Workspace, l'espace de travail, permet de visualiser les variables définies, leur type, la taille occupée en mémoire. Et enfin, Command History, qui est l'historique des commandes que l'utilisateur a exécutées. Il est possible de faire glisser ces commandes vers la fenêtre de commande. Alors, l'interface MATLAB. Notons que la commande Window est la fenêtre centrale de l'interface. C'est à partir de là que l'utilisateur pourra lancer les commandes interprétées par MATLAB. Le principe se veut simple et intuitif. Le tout est de connaître les fonctions appropriées et de bien respecter leur syntaxe. On va prendre un exemple simple. On va prendre la multiplication 3 fois 5. Donc, en l'invite de commande, on va taper 3 fois 5, puis on va faire entrer. Et on a donc le résultat qui s'affiche. Donc, dès la validation, l'interface affiche le résultat, comme on vient de le voir. Si on veut alléger l'affichage, on peut, ensuite de la commande, insérer un point-virgule qui va empêcher le renvoi du résultat dans la fenêtre. Évidemment, l'instruction est toujours exécutée. On refait 3 fois 5. Voilà, point-virgule. Le calcul a été effectué, mais le résultat n'est pas affiché. Voyons à présent l'application de la toolbox MATLAB dédiée à l'automatique. C'est la toolbox Control System Toolbox qui permet de définir des objets de type TF, c'est-à-dire des transferts fonctions, des fonctions de transfert. Donc, elle va prendre en compte deux vecteurs contenant les coefficients des polynômes, du numérateur et du dénominateur. Alors, soit la fonction de transfert f de s, toutes les fonctions seront notées avec la variable s et non p, puisque au niveau anglo-saxon, on parle de s et non de p. Donc on s'aperçoit que cette fonction de transfert est le rapport d'un numérateur et d'un dénominateur, et on retrouve donc un rapport de polynôme qui traduit le système issu des équations différentielles, en considérant l'équation initiale nulle. Donc pour retrouver donc, la commande sous MATLAB, il suffira de faire f égale tf num den. Donc le numérateur sera défini
des coefficients du polynôme Bm à B0 et le dénominateur des coefficients Am à An à A0. Exemple 1, on a donc la fonction de transfert suivante, G, qu'on appelle donc, qui est constituée d'un numérateur avec le coefficient B0 qui vaut 2, le coefficient B1 qui vaut 1. Au niveau du dénominateur, on aura le coefficient 0 qui sera égal à 2, le coefficient 1 à 3 et le coefficient 2 à 1. Et donc, on a notre fonction de transfert. Si on prend un deuxième exemple, on voit que c'est assez simple. Il suffit de taper H égale la commande TF, entre parenthèses, les crochets qui définissent donc le numérateur, virgule, pour les crochets qui redéfinissent le dénominateur, et on ferme la parenthèse. Alors on peut avoir, et on a souvent en automatique, des systèmes qui présentent un retard. Donc soit une fonction de transfert en boucle ouverte définie comme ça. Donc la commande sera simple. On va donc ici redéfinir comme précédemment HBO égale TF, donc 3 puisque B0 égale 3 et B1 est nul. Donc ici on retrouve A1, on retrouve A0 et le retard donc se tape de la façon suivante, input delay, virgule 5. Et on obtient donc notre fonction de transfert. On est amené à avoir donc des fonctions de transfert qui sont en série, en automatique. Mettons G1, G2. On veut connaître la commande MATLAB. Il suffira de dire que F égale série G1, G2. Ou alors, de façon plus immédiate, F égale G1 fois G2. On a aussi la mise en parallèle de système. Voici G1, G2 en parallèle. Donc la commande MATLAB, c'est F égale parallèle G1, G2. Ou bien, comme je suis en parallèle, comme en logique combinatoire, F égale G1 plus G2. Lorsqu'on veut boucler un système, on a donc la chaîne d'action ici qui est constituée de G1 et on a le retour, le feedback qui se fait par G2. La commande MATLAB sera la suivante. F égale feedback de G1, qui est la chaîne d'action, virgule G2, donc qui permet de faire le retour et de boucler le système. Voilà. Or, il y a à partir de là des fonctions qui sont assez intéressantes. Une fois qu'on a tapé cette fonction de transfert, on peut retrouver pôle G qui renvoie les pôles du système, 0G qui renvoie les zéros du... Alors, je crois que je me suis trompé. Hein. Pôle G qui renvoie les pôles du système, 0G qui renvoie les zéros du système, damp G qui renvoie l'amortissement et la pulsation propre, d'ici gain qui renvoie le gain du système, Z map, pardon, G qui représente, qui effectue la représentation graphique des pôles et des zéros dans le plan complexe. Voyons ici, je pars un exemple concret. Donc notre fonction G, donc G qui est égale à 2 que divise S au carré plus 2S plus S. Si on demande les pôles, il nous donne les pôles. On voit que c'est les pôles complexes. Il n'y a pas de zéro. Si on tape la commande damp, on va avoir donc les pôles, d'accord, le facteur d'amortissement, la fréquence, la constante de temps. Et on va obtenir ici l'affichage de nos deux pôles complexes. Vous voyez, avec la partie réelle et la partie imaginaire. Et on a donc la cartographie des pôles de notre fonction de transfert. Alors, je répète que ce tutoriel, c'est un tutoriel pour utiliser MATLAB. Ce n'est pas un tutoriel au sens cours d'automatique. Au niveau réponse temporelle, on a la fonction step qui simule la réponse initiale et impulse qui simule la réponse impulsionnelle. Donc la commande MATLAB pour un échelon, donc un step, c'est assez simple. Si je reprends la fonction G égale TF, je vais, une fois que j'aurai tapé ma fonction G, je mets un point virgule pour la faire afficher et je tape step G. Et à ce moment-là, je vais avoir donc la réponse temporelle qui va s'afficher et je vais pouvoir définir les différentes caractéristiques, le temps de réponse, l'amplitude du pic,
le régime permanent, etc., etc. Autre façon de procéder, c'est lorsqu'on a tapé notre fonction de transfert, on peut utiliser, j'invite d'ailleurs à travailler avec cette interface, l'interface LT Viewer. Donc il suffira donc de faire import under the file au niveau du menu. Donc voilà, on va importer notre fonction de transfert qui se trouve au niveau du workspace et qui s'appelle G. On va donc valider et on aura donc la fenêtre suivante qui va s'afficher où on va cette fois-ci avoir plus de possibilités. On retrouvera la possibilité d'avoir les caractéristiques et aussi d'avoir différents types de réponses. On peut avoir plot time qui permet en fait d'obtenir soit un step, soit un impulse, soit un baud magnitude, un equals, un equist, un carte d'épaule. En systems, on a les caractéristiques, zoom, grid qui permet d'avoir la grille, properties qui permet par exemple de passer de radian en hertz, pardon, qui permet de changer les valeurs de simulation min et max au niveau de l'échelle temporelle et aussi au niveau de l'amplitude. Donc ça se présente de la même façon, de la façon suivante, pardon. Donc on va avoir ici, après avoir tapé donc, notre fonction et l'avoir appelée par LTView, on va faire donc plot type, par exemple ici baud, et là j'obtiens donc mon diagramme de baud avec l'amplitude et sa phase. Si je voulais ici obtenir, et non la pulsation, mais la fréquence en Hertz, il suffirait que j'aille dans Properties par un clic droit et je pourrais aussitôt passer en Hertz. Si je veux, par exemple, étendre l'échelle au niveau des radians par seconde, ben, je peux aller avec Properties, pareil au niveau des abscisses désordonnées. Pardon. Alors, voyons maintenant Simulink pour l'automatique. Donc Simulink, c'est l'extension graphique de MATLAB permettant de représenter les fonctions mathématiques et les systèmes sous forme de diagrammes, de blocs et de simuler le fonctionnement de ces systèmes. Donc pour démarrer Simulink, on a une première possibilité qui consiste dans la fenêtre de commande de MATLAB de taper Simulink et la fenêtre Simulink va s'ouvrir. Ou bien alors, on peut directement aller ici, à ce niveau-là, cliquer sur Simulink et on va lancer Simulink. Donc quand Simulink va se lancer, on va sélectionner File, Create, Blank Model et on va donc créer un nouveau fichier. On arrive ici et on s'aperçoit qu'on a donc un fichier qui est vierge. Ce fichier, on va pouvoir aller chercher un certain nombre de blocs dans la librairie de Simulink. On va voir comment ça présente ces blocs. Donc, un modèle est un ensemble de blocs qui en général représente un système. Si je prends le bloc Continuous, vous voyez que je peux trouver donc, des fonctions de transfert, je peux trouver des fonctions, je peux définir aussi directement les zéros et les pôles, je peux définir un retard, je peux définir un PID, je peux définir ici voilà, un PID contrôleur, un intégrateur, etc. etc. Je retrouve un certain nombre de possibilités. Donc, source, le bloc qui permet en fait de générer le signal d'entrée, sync qui permettra de générer l'affichage, continue, c'est une bibliothèque, tout ce qui est donc continu. Vous avez donc l'équivalent discrete qui, lui, c'est tout ce qui concerne la transformer en Z, donc pour le système numérique. Match opération qui vous permet de faire des opérations mathématiques. Port and subsystem qui va permettre, si vous voulez, de pouvoir définir un multiplexeur, des multiplexeurs, etc., etc. Donc on va créer un petit modèle sous Simulink. Ce que je vous propose, que vous cliquiez sur Continuous dans la fenêtre Simulink et vous glissez à l'aide de la souris un bloc Transfer Function dans la fenêtre vide. Ensuite, vous allez cliquer sur Math et vous allez glisser dans la nouvelle fenêtre un gain et un sum en opérateur pour faire la différence plus ou moins de la boucle de retour. Donc dans Signal Routine, vous allez glisser un multiplexeur et dans Sync, un scope. On va
ensuite cliquer sur Sources pour avoir un bloc de type Step dans cette nouvelle fenêtre. On va voir comment on va raccorder ces éléments. Voilà. Donc ici, je retrouve mon Step qui vient du bloc Source. Ensuite, je trouve ma fonction de transfert que j'ai trouvée dans le bloc Continuous. Le gain s'obtient dans le bloc Math. Et ici, mon plus et mon moins aussi dans le bloc Math. C'est un bloc, dans le bloc Math, il faut prendre Sun. Le multiplexeur se trouve dans Signal Routine. Et enfin, Things pour disposer de l'oscilloscope. Alors, si je veux simuler, il va falloir que je choisisse mes paramètres simulation. Donc, avant de lancer cette simulation, je vais choisir des paramètres appropriés au modèle du système. Donc, je vais aller dans le menu Simulation, dans Configuration paramètres. Je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et là, je vais choisir différents paramètres du solver, du workspace, etc. Donc, ça se présente de la façon suivante. Je vois ici le solver. Donc, je vais définir le type de variable. Donc, moi, c'est un variable step. Le solver, ici, je vais choisir load23t qui permet d'obtenir de bons résultats de simulation. Je vous invite d'ailleurs à les passer pour voir ce que ça effectue. Je vais ensuite définir le temps de ma simulation, le départ et le stop. Donc ça veut dire quand même qu'il faut avoir un petit peu une idée de quand va se terminer le régime permanent. Si on veut visualiser que le régime transitoire, il faut savoir que si on prend la totalité, on peut faire un zoom. Hein. Donc après, je fais OK. Donc pour démarrer la simulation, je peux aller dans le menu simulation et je vais cliquer sur le bouton lecture. Voilà, ici, en cliquant sur Run, on lance la simulation. Lorsque la simulation va s'exécuter de façon rapide, vous allez avoir la fenêtre de l'oscilloscope qui va apparaître comme indiqué ci-dessous. Donc vous retrouvez ici votre échelon de consigne en jaune. Vous retrouvez ici la réponse du système en boucle fermée. Donc on s'aperçoit que ce système, qui est un système second ordre, donc, présente une erreur statique. C'est normal puisqu'il n'y a pas d'intégrateur. Je déborde un peu sur le cours d'automatique. Il y a un dépassement et il y a un certain temps de réponse. Donc en faisant zoom, on peut voir un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est assez parlant et c'est assez simple. Alors la question qui se pose, est-ce que je peux aussi avec Simulink disposer par exemple de la réponse de Broad? Oui, pour ça il faut avoir installé au préalable Simulink Control Design. Voilà donc son icône. Donc ça on le voit dans MATLAB, hein, si on l'a installé au départ ou pas, sinon on peut toujours le réinstaller par la suite. Donc, Simulink Control Design vous permettra de concevoir et d'analyser des systèmes de contrôle modélisés dans Simulink. Vous pourrez également régler automatiquement des architectures de contrôle, y compris les régulateurs PID. Alors, pour tracer un diagramme de Bode avec Simulink, il faudra aller donc dans l'onglet Linearization. Pour ce faire, dans la fenêtre Simulink, dans Apps Gallery, vous allez cliquer sur Linearization Manager, voilà, ici. Et alors ensuite, vous allez devoir spécifier si vous voulez la réponse en boucle ouverte, en boucle fermée. Donc, il va falloir, dans l'onglet Linearization, insérer donc, un point d'analyse. Les points d'analyse, donc c'est Insert Analysis Point, voilà, ici. Hein. Donc on va définir où se trouve ma boucle ouverte, où se trouve mon entrée de ma boucle, ma sortie de ma boucle, si je suis en open loop. Donc je vais sur le prochain slide zoomer pour vous faire voir. Voilà comment ça se présente. Donc ici, je retrouve mon point open loop input ici. Voilà. Ici, input point. Ici, j'ai défini donc mon output point. Donc, si je suis en boucle ouverte, je rappelle que j'ouvre ici. Voilà. Open loop. Loop opening, pardon. Voilà, j'ai
tout fait pour maintenant disposer de la réponse de Bode. Donc pour ouvrir le modèle à linéariser dans la fenêtre modèle Simulink, dans la galerie Apps, il faudra cliquer sur Model Linearizer. Voilà. Donc ici, Model Linearizer. Et là, on va choisir, par exemple, qu'on veut disposer du diagramme de Bode. Et en cliquant ici, on a la réponse du diagramme de Bode. Alors vous pouvez voir que vous allez pouvoir ainsi retrouver les mêmes fonctionnalités qu'on avait sur le LTFooler de MATLAB. Vous pourrez avoir donc le BOD, un step, vous pourrez avoir une réponse impulsionnelle, vous pourrez avoir le Nyquist, etc. etc. Et le black, je rappelle que c'est le Nichols. Voilà. Donc on retrouve les mêmes fonctionnalités. Alors comment on peut régler un contrôleur PID sur Simulink? Voilà, on va prendre un exemple ici issu d'une maquette avec un variateur de vitesse industrielle. Donc je retrouve ma consigne qui varie de 0 à 6 volts, que je règle par un potentiomètre sur ma vraie maquette, mon variateur de vitesse, le moteur et sa charge, la dynamo-tachy plus le retour au niveau du variateur, et je fais une observation entre le retour vitesse et la consigne via un scope. Alors pour recevoir un régulateur PI, il faut disposer d'un cahier des charges. On se fixe un dépassement inférieur à 10%, temps de réponse de moins de 3 secondes, une erreur statique nulle. Et on va voir comment on peut obtenir. Alors, c'est assez simple. On va donc cliquer sur le bloc PID de Simulink. Voilà. On va avoir ici cet espace, cette fenêtre qui va apparaître. Et vous avez donc soit un correcteur PID de type idéal, soit série, soit parallèle. Vous voyez qu'ici vous avez l'effet du filtrage, comme dans la vraie vie. Et là, si vous faites donc Tune, Apply, à ce moment-là, il va directement vous calculer les coefficients, les paramètres du correcteur, donc le P, le I et le D. Donc, voilà. Donc, il suffit d'appliquer. Hein, je reprends, ça reprend, ce slide reprend juste ce que j'ai dit précédemment à l'oral. Donc, notre correcteur, dont nous on a voulu qu'un P et PI, donc j'ai mis le D à 0. Et je m'aperçois que j'ai bien respecté mon temps de réponse et mon dépassement, puisque l'overshoot est inférieur à 10%. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on vient ici ici, en glissant, on peut déplacer et voir comment s'ajuste automatiquement la réponse et comment il recalcule les paramètres du correcteur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Or, ces notions-là n'enlèvent pas le fait qu'il faut avoir des bonnes connaissances théoriques. Alors, je regarde ce que j'obtiens au niveau du scope, avec en créant une perturbation de type couple pour voir comment se comporte ma boucle de vitesse. Donc, j'ai mon échelon de consigne, ici. Là, en rouge, je fais un impact de couple, donc je charge mon moteur. Si j'ai un frein à poudre, j'augmente la consigne, hein, d'accord ? Et je vois que ma boucle, dans tous les cas, corrige parfaitement puisque l'erreur statique est nulle. Donc je vois bien mon dépassement. Je vois ici le temps de réaction suite à la perturbation. Elle élimine l'erreur et je me retrouve avec mon système qui colle à la consigne. Autre élément intéressant, c'est lorsqu'on est confronté par exemple à des identifications et qu'on veut modéliser, on souhaite des fois importer des courbes de Simulink vers Excel. Alors, il y a deux méthodes. Une méthode que je vais présenter très rapidement, que je n'ai pas testée avec la version 2022 d'ailleurs, qui marchait sur les versions précédentes. Donc, il suffit d'aller dans Sync, glisser un bloc Workspace, donner un nom à la variable ou garder le nom par défaut SimOut qui est proposé, sauver sous la forme d'un tableau, taper un script, le script suivant sous MATLAB, voilà, l'exécuter. Ensuite,
faudra ouvrir Excel. Dans l'onglet Données, à partir du texte, on va importer donc l'essai ou l'essai. Et ensuite, on va respecter le format des données pour obtenir donc les différents points. Voilà comment ça se présente. Hein. Ici, on retrouve dans le workspace. Hein. Voilà. Donc j'ai pris un bloc hein, dans Sync, Out, Sim, Out. Et c'est comme ça que ça me permet de récupérer. Alors, je vais vous présenter une deuxième méthode que j'ai testée sur la version 2022 où on va utiliser l'oscilloscope de Simulink. Donc on va ouvrir le fichier, puis exécuter le modèle à exporter en cliquant sur Run. Voilà, on va cliquer sur Run. Donc le système va s'exécuter et on va aller ensuite dans les propriétés du scope pour faire une exportation. Donc pour obtenir ces données, on va cliquer ici à ce niveau-là. Donc pardon, on va cliquer ici et on va ouvrir l'onglet Login. Voilà. On va cocher la case à enregistrer les données dans l'espace de travail. Donc ici, à ce niveau-là. Et on va définir un nom de la variable. Donc ici, j'ai donné le nom scope data. Et le type de format de sauvegarde, moi je vais avoir une structure avec un temps. Donc voilà. Et je vais cliquer sur OK. Donc si vous double-cliquez sur la variable scope data dans le workspace, vous allez donc ici cliquer à ce niveau-là au niveau du workspace et vous avez donc la variable scope data qui apparaît. Vous allez ensuite voir donc comment est définie votre variable. Voilà. Et après, vous retrouvez donc votre variable ici. Voilà. Signals, là, value, les différentes valeurs. Donc vous allez ensuite dans Home, j'ai dit, donc vous allez cliquer sur New Script et vous allez taper un script pour pouvoir exporter donc vos données sous Excel. Donc dans Home, comme je vous l'ai dit précédemment, on va taper New Script, donc on va taper notre script ici, voilà. On va donc définir un fichier dans lequel on va le sauvegarder. On va faire un run du script, je rappelle. Donc on a sauvegardé le fichier et on a donné le nom My Excel Sheet. Ok, voilà. J'enregistre. On va maintenant dans le current folder et on voit bien qu'on a un fichier Excel ici qui apparaît. Puisque vous avez donc l'extension XLS avec nos variables. Donc ensuite, il faut ouvrir Excel et le mettre en forme. Vous voyez, vous avez la variable 1, la variable 2, et vous obtenez ainsi la représentation, la réponse temporelle qu'on avait retrouvée tout à l'heure avec Simulink via le scope. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si par exemple, vous avez un régulateur industriel, bah, vous allez pouvoir récupérer la réponse réelle et la comparer à votre modèle. Et vous pourrez voir comme ça s'il y a un écart ou pas. Et ensuite, ça vous permettra de calculer un correcteur PID par différentes méthodes. Alors, j'ai mis un petit peu de vocabulaire qui me paraît important à connaître au niveau automatique. Voilà, la bande passante, le coefficient d'amortissement, la contre-réaction, le dépassement, les entrées, le filtre anti-repliement, l'invariant. Je vous laisserai ça découvrir tranquillement. Hein. La pulsation propre, le régime permanent, la réponse impulsionnelle, la réponse indicielle, step response,
la sortie. Alors, système asservi et système avec contre-réaction, c'est un feedback système. En français, on dit système asservi. Au niveau anglo-saxon, on parle que de système avec contre-réaction, donc des feedbacks. Le temps de montée, le temps de réponse. Voilà, c'est, je pense, les termes à connaître au niveau anglais, pour pouvoir utiliser facilement MATLAB et pas rencontrer de difficultés. Donc ce cours est un cours qui est dispensé à des étudiants de Polytech au niveau automatique et à des étudiants de BUT G2I que vous pouvez retrouver donc des différentes vidéos sur le site de l'UT de l'Indre, et je mettrai prochainement une vidéo sur la conception d'un correcteur PID. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Merci.